BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. Un grand bonjour à toutes et à tous. Bien sûr, bon week-end, j'espère que vous en profitez bien et merci d'être là, fidèle à De quoi je me mêle, votre rendez-vous dédié à la tech. Vous le savez, on passe une petite heure ensemble chaque semaine avec les experts de la rédaction à la fois de 01net de BFM Business et puis nos invités. Tiens, tout à l'heure, notre invité, ce sera Jean-Yves Fabre d'Harcourt qui est le patron de Philips TP Vision en France et on va s'intéresser aux nouveautés Philips en matière de télé mais aussi d'audio-vidéo. Le CES 2022 a été quand même aussi le théâtre de pas mal d'annonces, donc on y reviendra. Est-ce que Philips se mise toujours, vous savez, sur cette Ambilight, cette technologie qui permet d'éclairer les écrans et qui fait son trou, hein, mine de rien. Il y a des gens qui adorent ce type de technologie. Ce sera tout à l'heure. Comme toujours, le hashtag DQJMM si vous voulez réagir à l'actu. Vous avez aussi la page Facebook de quoi je me mêle. Facebook, on va en parler dans un instant. On va vite en profiter parce que peut-être que demain, il n'y aura même plus de page Facebook de quoi je me mêle. Et puis, merci de nous écouter. Vous le savez, hein, De quoi je me mêle, c'est le podcast audio qui existe depuis très longtemps. Et puis, la vidéo aussi qui vous attend sur YouTube, mais aussi sur la chaîne 01 TV. La chaîne 01 TV sur les box et le week-end sur BFM Business. Merci d'être là et bienvenue. Le club de la presse IT avec cette semaine Anthony Morel qui est là. Bonjour Anthony. Bonjour François, bonjour à tous. Et on va commenter l'actualité tous les deux en amoureux. Bah oui, c'est un petit club, c'est un mini club de la tech. C'est un mini club et ça va être cool. Anthony Morel, journaliste à BFM Business que vous retrouvez tous les matins, évidemment sur l'antenne de BFM, mais aussi sur RMC avec Estelle Denis. Voilà. Et puis un peu partout aussi sur BFM TV et dans De quoi je me mêle. J'envoie mes hologrammes. C'est ça, tes hologrammes, tes jumeaux numériques. Mes jumeaux numériques, exactement. C'est ça cartonne en ce moment. Oui, je le disais en introduction, peut-être que bientôt on n'aura même plus l'occasion d'aller sur la page Facebook de quoi je me mêle. Alors, c'est clair. On va tous partir en même temps. On va tous partir. Oui, on va parler de Facebook parce que c'est une semaine compliquée, très compliquée pour Facebook et Mark Zuckerberg. Mais j'ai l'impression qu'elle s'enchaîne en fait. C'est incroyable. Il y a eu le film The Social Network, mais je pense qu'on pourrait faire une série Netflix aussi. Il se passe tellement de trucs chez Facebook tout le temps, c'est incroyable. On pourrait faire une chaîne d'infos Facebook. Quasiment. Il y aurait, en tout cas, on manquerait pas de matière. Et c'est vrai que cette semaine, elle a été particulièrement chargée. Alors, si on veut la faire chronologiquement, ça a commencé avec les résultats financiers de Facebook. On ne va pas entrer dans le détail des chiffres, mais ils ont été absolument catastrophiques, abysmaux. Et il y a eu quand même une date dans l'histoire de la bourse américaine, c'est pas rien. C'est-à-dire que c'est le jour où une entreprise a perdu le plus d'argent sur une journée. La valeur de Facebook a fondu de plus de 200 milliards de dollars. C'est monstrueux. Quand on part d'une valorisation comme celle de Facebook, forcément, ils ont fait moins 26%. Enfin, c'est absolument abysmal. Pourquoi ? Parce que leurs résultats étaient très mauvais et surtout parce que dans ces résultats, eh bien, on indiquait que pour la première fois que Facebook perd des utilisateurs. Le drame. Facebook... On se doutait un peu, hein, c'était plus le réseau social des parents, c'était le réseau social des grands-parents quasiment. Il y avait quand même cette petite, cette réputation de Facebook, mais là, ça se vérifie dans les chiffres. Alors, c'est une petite perte, c'est 1 million d'utilisateurs. Ils ont 2,5 milliards de personnes qui utilisent leurs services tous les jours, que ce soit Facebook, WhatsApp, Messenger ou Instagram. Mais quand même, ça veut dire qu'il y a une érosion. Ça veut dire qu'il y a une érosion. Et surtout, jusqu'ici, on disait, bon, Facebook baisse, ok, mais il y a quand même Instagram qui compense. Bon. Là, le problème, c'est que de plus en plus, Instagram est concurrencé notamment par TikTok. Et ce qui est très intéressant et très significatif, c'est que Mark Zuckerberg, à l'occasion de ces résultats, a cité nommément TikTok. Tout à fait. Parce qu'on sait bien, on suit la Silicon Valley. Maintenant, c'est une menace qui est claire. Exactement. Pour Facebook. Et on sait que les grands groupes de la Silicon Valley, enfin, on en a l'habitude, ils ne citent jamais leurs concurrents. Ils parlent de la concurrence comme ça, mais Google va jamais citer Apple. Apple ne va jamais citer Google. Même si vous leur marchez sur les pieds. Hein. Exactement. Un patron d'Apple dira jamais Samsung. Exactement. Juste par principe, il ne prononce pas le nom de la marque. Là, Zuckerberg a parlé de TikTok ouvertement. Ça veut bien dire quand même qu'il y a un problème. Problème donc qui est lié, à la fois effectivement à la ringardisation, on pourrait dire, d'un certain nombre de réseaux gérés par Facebook, enfin par Meta, hein, du coup le nom de l'entité. Et puis il y a la question du modèle économique et de la monétisation qui est derrière. C'est aussi ce qui a fait que les résultats étaient très très mauvais. C'est le fait que depuis quelques mois, vous savez que Apple
propose à ses utilisateurs de ne plus être pistés ou d'être beaucoup moins pistés par de la publicité ciblée. Et ça, le grand perdant dans cette histoire, c'est clairement Facebook. Et donc forcément, là, il morfle un petit peu. Donc ouais, semaine qui a très mal commencé pour notre ami Mark Zuckerberg. Ouais, alors bon, évidemment, il a potentiellement perdu quelques dizaines de milliards dans sa fortune personnelle. Il est sorti du top 10. Il est sorti du top 10. C'est ça. Et alors, il y a aussi des paramètres qui sont assez intéressants. C'est que les investisseurs ont voulu aussi punir Facebook parce que ils estiment que Facebook a un manque de visibilité, de stratégie. Ouais, et c'est vrai que c'est assez intéressant. Où va Facebook ? Il y a quelques mois, Mark Zuckerberg nous balance son méta, son univers avec ses avatars, etc., qui finalement n'a pas grand-chose à voir avec le réseau social, c'est clair. Qui est encore plus éloigné d'Instagram, de WhatsApp. Et je pense que pour les investisseurs aussi, c'est quand même assez flippant de se dire où va Facebook. Bien sûr. C'est quoi la ligne ? Demander, est-ce que ça va être méta ou est-ce que ça va être cata, quoi. C'est un peu ça la question qui se pose. Et c'est vrai, tu as raison de dire que par rapport à leur cœur de métier, ça n'a pas grand-chose à voir, méta. Alors c'est vrai que c'est un énorme projet, on pourrait dire un projet très ambitieux en tout cas, qui va aussi, c'est une donnée importante, coûter énormément d'argent. Énormément. Oui. Vraiment, je crois que c'est 10 milliards minimum. 10 milliards par an. 10 milliards par an. 10 milliards par an. 10 milliards par an d'investissement. Plus les embauches, ils se sont dit qu'ils allaient embaucher 10 000 personnes. Enfin, c'est absolument massif. Alors derrière, ils ont déjà réfléchi, on avait eu l'occasion d'en parler la semaine dernière, à la monétisation, c'est-à-dire comment on va gagner de l'argent avec ça. Ouais. Et ils imaginent des trucs assez dingues. Alors à la fois des boutiques virtuelles où tu pourras aller acheter, tes chaussures, et puis tu pourrais te les faire livrer chez toi, ou tu pourrais les acheter sous forme de NFT, peut-être à l'intérieur du métaverse. Bon, pourquoi pas. Et puis aussi récolter tout un tas de données personnelles à travers les casques de réalité virtuelle, qui seraient capables d'analyser les moindres mouvements de notre visage et même les signes d'attention qu'on a quand on regarde telle ou telle page, et en fonction de ça on va te cibler avec tel ou tel contenu. Bon, ok, mais tout ça c'est très hypothétique pour l'instant. Enfin, je veux dire, si ça fonctionne pas, est-ce que toi, moi, bon, peut-être, nous on est assez technophiles, donc peut-être qu'on aura envie d'aller jeter un œil. On tentera en tout cas, on tentera l'expérience. Mais est-ce que, tu vois, les 2,5 milliards de personnes qui utilisent Facebook, Instagram, WhatsApp tous les jours, est-ce qu'ils vont se mettre un casque de réalité virtuelle sur la tête et aller dans le métaverse ? Je suis pas sûr. C'est un très très gros pari. Bravo à eux s'ils y arrivent. On n'y est pas. Donc voilà, Zuckerberg dans une position difficile, qui est parfois aussi un dirigeant assez contesté. Voilà, il est, on le sait, avec cette vision de méta, mais est-ce qu'on peut faire confiance ? Est-ce que les investisseurs, je le disais, peuvent faire confiance à Mark Zuckerberg ? Et puis, il y a aussi, ça c'est une actualité qui est très récente, le départ de quelqu'un de très important qui faisait partie de la direction de Facebook, c'est Peter Thiel. Peter Thiel, alors qui est une figure de la Silicon Valley assez incroyable, vraiment à la fois très emblématique. Il était d'ailleurs dans le film The Social Network, c'était un des personnages, parce que alors c'est l'un des premiers investisseurs de l'histoire de Facebook, premier investisseur extérieur en fait. Lui il arrive, ça s'appelle encore thefacebook.com. Il met $500,000. Il y croit. On lui donne 10% de Facebook. Waouh. Bon, avec le recul, tu te dis c'était un bon investissement. Investissement. On parle de crypto, tout ça. Voilà, 10% de Facebook pour $500,000. Mais il fallait avoir du nez à l'époque. C'est clair, il fallait avoir clairement du nez. C'est le premier en fait à avoir vraiment cru en Mark Zuckerberg. Et donc depuis, il faisait partie de l'entreprise. Il était au conseil d'administration et là, il va partir du board. Et alors, j'allais dire. Effectivement, il a eu une semaine difficile, Mark Zuckerberg, mais là, je pense que ça fait plutôt partie des bonnes nouvelles pour lui, en vrai. Parce que c'était quand même une figure qui était assez controversée au sein de Facebook. Pourquoi ? Parce que Peter Thiel, c'est un des soutiens de Donald Trump, notamment. C'était un peu, j'allais dire, le vieux tonton raciste, tu sais, qui gênait dans le conseil d'administration. Non pas qu'il soit raciste du tout, mais ce que je veux dire par là, c'est que dans l'univer très aseptisé, très ultra progressiste de la Silicon Valley, il faisait complètement tâche. En tout cas, il était vraiment totalement décalé et il détonnait complètement. Et c'est vrai que c'est un personnage qui est absolument incroyable, Peter Thiel, qui, alors à la fois soutien, je disais, de Donald Trump. Il va d'ailleurs partir pour faire de la politique, accompagner des candidats républicains dans différentes élections, je crois. Il était aussi controversé parce que chez Facebook, pendant qu'il était chez Facebook, il a aussi investi dans des boîtes qui étaient soit des concurrents de Facebook, ce qui la fout un peu mal, ou même qui utilisaient des données siphonnées sur Facebook pour faire des trucs pas très clairs. Tu sais, Clearview, par exemple, ça te dit quelque chose ? Oui, bien sûr. C'est l'entreprise qui fait de la reconnaissance faciale. Ils siphonnent des milliards de photos sur Facebook et ensuite ils les exploitent pour faire de la reconnaissance faciale. Bon,
Oui, donc, ça fait un peu mauvais genre, tu vois. Mais ouais, c'est un personnage quand même très étonnant. C'est un peu le corsaire de l'investissement, quoi. C'est un peu exactement, il y a ce Ouais. côté-là, ouais. Et puis, il y a le côté aussi, alors c'est un mec, tu sais, libertarien, anti-étatiste, il rêve de créer une île dans le Pacifique, mais qui serait complètement indépendante de tous les États et de tous les politiciens. Enfin, il y a vraiment ce discours. Et puis alors, la cerise sur le gâteau, c'est le discours transhumaniste à fond. Donc lui, il est vraiment dans ce délire-là, si l'on peut dire, sur voilà comment est-ce qu'on peut faire pour vaincre la mort, etc. Donc, il a vraiment Oui, c'est un personnage à part. profil quoi. incroyable. Ouais, Vraiment bien sûr. assez passionnant. Enfin, Ouais, je veux dire, bien vraiment, c'est un sûr. personnage fascinant. Bien sûr, bien sûr. Mais on va dire que Il mériterait une biographie. je pense, clairement. Il est aussi dans les. Tu l'as vu, la série Silicon Valley? Oui. C'est un des personnages, Ouais, alors, ouais. j'ai plus son nom, mais enfin, en même temps, les personnages, c'est des agglomérations de différentes personnalités de la Silicon Valley, mais tu retrouves des traits de c'est des Peter traits de caractère de Ouais, ce gars-là. exactement. On va parler de transhumanisme dans un instant parce que ça intéresse, vous le savez, on en parle souvent dans De quoi je me mêle, tous les milliardaires de la tech et notamment Jeff Bezos. Mais pour terminer avec Facebook, parce que il y a encore une autre épine dans le pied pour Mark Zuckerberg, c'est l'Europe, Ouais, c'est clair. qui ne se laisse pas faire. Il y a eu carrément une défiance de la part de tous les dirigeants européens envers Facebook cette semaine. C'est ça. Parce que Facebook sent quand même le vent tourner au sujet de la publicité ciblée qui est son cœur de business. Bien sûr. C'est-à-dire que si on enlève la publicité ciblée à Facebook, Ils sont morts. Ils sont morts. Enfin, ils sont morts. En tout cas, ça va pas arranger leurs résultats financiers qui sont et en déjà gros, pas l'Europe géniaux. veut légiférer là-dessus et ne veut pas que Facebook puisse se servir de nos données personnelles Exactement. pour faire de la pub. Et du coup, ce que dit Facebook, c'est menace à peine voilée de quitter la France et de quitter l'Europe. Et c'est un document qui a été publié, envoyé à la SEC, donc c'est le gendarme de la bourse américain, qui dit si Meta n'a pas la possibilité de transférer, de stocker, de traiter les données de ses utilisateurs européens sur des serveurs basés aux États-Unis, eh bien à ce moment-là, Facebook et Instagram pourraient carrément être suspendus du marché français et d'Europe. Voilà, donc je ne sais pas comment toi tu prends cette menace, est-ce que ça te fait peur ou quoi, mais... Alors moi j'y crois pas du tout, Ouais, je ne peux pas imaginer une seule seconde que Facebook et Instagram arrêtent, coupent le robinet en France et en Europe, Bien sûr. parce que c'est même pas la France là, c'est l'Europe entière. Hein. Voilà, il y a une espèce de cohérence, de souveraineté qui va bien au-delà de notre pays. Donc j'y crois pas. 2, je trouve que cette menace est ridicule. Franchement, parce que tout le monde le sait. Il nous avait fait le coup déjà. Google, c'était Google qui nous avait fait le coup. Rappelle-toi, en Australie, le gouvernement australien... À cause de la presse, c'est ça? Exactement. Ouais, je me souviens de ça. Et c'était monté dans les tours. Et Google, à un moment, avait dit, écoutez, si ça continue, on va couper tous les services Google en Australie. Personne n'y avait cru. Ouais. Et 2 semaines après, tout le monde s'était mis d'accord. Évidemment. Donc, voilà, je trouve que ce jeu du chat et de la souris est un peu ridicule quand même, mais ça prouve quand même le malaise. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est les propos des dirigeants européens qui ont dit Facebook s'en va, c'est pas un problème. Exactement. Il n'y a même pas une espèce de peur ou de crainte de voir les services Facebook. C'est pas grave, Facebook veut partir, il n'y a aucun souci. Cédric O, qui est en fait le monsieur du numérique en France, l'a dit. Je crois qu'il y a eu un des dirigeants, il y a Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, un dirigeant aussi allemand qui l'a dit. Donc, et puis beaucoup d'internautes, moi c'est ce qui m'a, je suis complètement d'accord avec toi. La réaction qui m'a le plus frappé, j'ai regardé un peu les réactions sur Twitter, etc. Mais vraiment, à l'immense majorité des gens, c'était bon débarras, barrez-vous. Enfin, c'était hyper violent même. Et tu te dis, ça revient un peu au début de notre conversation, mais ça dit quelque chose du niveau de démonétisation d'une certaine manière de Facebook aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression que si finalement ça sortait de notre vie quotidienne, ça aurait un impact conséquent. Alors peut-être que beaucoup de gens se disent Facebook et n'ont pas en tête que c'est aussi Instagram, que c'est aussi WhatsApp, qui sont des outils que beaucoup utilisent quand même tous les jours, mais pour lesquels il existe aujourd'hui des alternatives. Donc c'est vrai que cette menace, elle sonne clairement faux. Oui, et puis je trouve qu'il y a un manque d'humilité de la part de ce groupe en se disant voilà, on va leur faire peur en leur disant qu'on va arrêter nos services. Mais non, on peut pas réagir comme ça. Non, ça fonctionne pas. Mais même eux sont un peu revenus en arrière. Alors c'est vrai que c'était une publication de la SEC, mais après il y a un porte-parole de Facebook, je sais plus si c'était un porte-parole européen ou pas, peu importe, mais qui disait non, mais on n'a pas l'intention de quitter l'Europe, c'était juste un cas hypothétique. Bien sûr. Enfin, voilà. On a bien compris quand même, c'était bien écrit noir sur blanc. Donc, voilà.
C'est trop tard. Voilà pour Facebook. Vous voyez, il y a quand même une grosse couche de Nutella sur la tartine. Hein. Et encore, on pourra aller un petit peu plus loin. Pour la prochaine prochain épisode de la série Netflix. En toute façon. Pour la deuxième tartine la semaine prochaine. On évoquait le transhumanisme. Ça, c'est un sujet passionnant. C'est vrai que tous ces milliardaires de la Silicon Valley et autres qui ont tout réussi, ont à peu près tout, ce qui leur manque, c'est soigner les maladies et vaincre la mort. Et donc, ils investissent beaucoup d'argent. Tu parlais de Peter Thiel, mais il y en a un qui sort du bois. Alors, on savait qu'il était sur la tangente. C'est Jeff Bezos. Ouais, Jeff Bezos, alors qui a investi 3 milliards de dollars, enfin, en tout cas plusieurs milliards. Il y a eu plusieurs investisseurs, mais dans une entreprise qui s'appelle Altos Labs, dont on a déjà eu l'occasion de parler. Mais là, cette entreprise qui était très mystérieuse, elle est lancé officiellement, on va le dire comme ça. Ils ont un site internet, vous pouvez aller voir, donc Altos, A-L-T-O-S, Labs, L-A-B-S. Ils ont même publié un communiqué de presse, il y a leur équipe qui est en page d'accueil, etc. Et en fait, Altos Labs est une entreprise dont l'objectif est de vaincre la mort, on va le dire comme ça, en simplifiant beaucoup, peut-être de manière un peu journalistique. Mais en gros, l'idée, c'est en tout cas de poursuivre la vie, la longévité humaine le plus longtemps possible en bonne santé. Et pour ça, ils travaillent sur ce qu'on appelle de la reprogrammation cellulaire. Reprogrammation cellulaire, je vais le dire en simplifiant énormément parce que je ne suis pas médecin, donc pardon pour les scientifiques pointus qui nous écoutent. Oui, Jeff, excuse-nous, on risque de raconter des 2-3 bêtises. On n'est pas complètement au niveau, mais en gros, l'idée, pour reprendre des termes informatiques, c'est de rebooter les cellules. On met des protéines pour leur redonner leur état originel. On les régénère en quelque sorte. En fait, on inverse le processus du vieillissement. C'est ça. Complètement dingue, enfin, même conceptuellement, ça paraît incroyable, mais c'est le genre de choses sur lequel travaille cette entreprise. Et alors, quand je te dis ils sortent le chéquier, c'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'ils ont embauché un ancien prix Nobel de médecine, donc un japonais qui a été prix Nobel en 2012. Il y a des scientifiques qui ont été interrogés par la presse américaine qui expliquent qu'ils ont été approchés, on leur a proposé des salaires x10, des salaires qui se chiffrent en millions de dollars par an pour venir bosser dans cette entreprise qui est, alors 3 milliards de dollars de financement, c'est la start-up en fait la mieux financée au monde. Il y a une start-up qui lève 3 milliards, comme ça arrive quand même assez rarement, faut être honnête. Hein. Mais ce qu'il y a de dingue, c'est que cette somme-là, c'est rien pour Jeff Bezos. C'est ça qui est incroyable. Il va investir des dizaines de milliards dans ce truc-là. Parce que tu avais complètement raison quand tu disais c'est le seul truc qui leur résiste aujourd'hui. C'est ça qui est assez fascinant, c'est qu'il y a un truc face auquel on est tous égaux, c'est le temps et la mort. Voilà, et la maladie. Et la maladie. Alors on peut optimiser évidemment. J'imagine qu'il fait des régimes à base de graines comme Steve Jobs à l'époque, ce qu'il l'a pas préservé d'ailleurs. Ça lui a pas servi à grand-chose. Il n'y a aucune certitude en la matière et donc voilà, tu peux avoir 200 milliards de dollars sur ton compte en banque ou en actions Amazon et de choper un cancer et voilà. Et ça forcément, le seul truc qui leur résiste forcément, c'est là-dessus qu'ils vont investir des milliards. Et encore une fois, quand tu as tout fait, tu as la plus grosse entreprise du monde, t'envoies des fusées dans l'espace, il y a un moment, tu vois, il y a aussi ça aussi, c'est quoi le sens de ma vie, la prolonger le plus longtemps possible, tu vois. Mais je trouve ça fascinant parce que on focus sur Jeff Bezos, mais on sait que chez Google c'est pareil, les dirigeants de Google investissent aussi beaucoup d'argent là-dessus, Elon Musk aussi, enfin on sait qu'il y a vraiment une espèce de percée dans ce domaine-là. Absolument. Est-ce qu'ils y arriveront ? Sans doute pas, parce que effectivement, peut-être qu'on aura des progrès médicaux, mais on sait que la médecine, il faut des dizaines et des dizaines d'années pour arriver à avoir des résultats tangibles. On voit avec le cancer, voilà, on arrive à soigner certains cancers, notamment grâce à la prévention, etc. Mais ça met des décennies. Bien sûr. On est dans ce qu'on appelle la deep tech, là, vraiment. Tout à fait. Deep tech, c'est vraiment ces technologies de rupture. C'est un peu une course contre la montre contre ces personnes. C'est ça, exactement. Ouais, parce que eux, ils lancent ces investissements-là, parce qu'évidemment, il le fait avec les moyens qu'il a aujourd'hui, mais il ne sait pas quand ça aboutira, ni même si ça aboutira. Je pense qu'ils espèrent, tout comme ils ont révolutionné par exemple l'espace, les véhicules électriques, etc., et qu'ils ont accéléré en fait le déploiement de ces technologies, je pense qu'ils espèrent aussi y arriver en médecine. Oui, absolument. Oui, et puis il y a aussi cette notion... pareil, comme le fait de lancer des fusées, etc., de participer à cette nouvelle épopée spatiale, il y a le côté laisser aussi une trace dans l'histoire. C'est-à-dire, si c'est au-delà du côté améliorer et augmenter sa durée de vie à lui, dire c'est moi qui ai en gros
donner l'immortalité entre guillemets aux êtres humains, ce qui est un truc, tu vois, on est vraiment dans l'hubris, mais c'est vraiment le milliardaire qui se prend pour Dieu, quoi, quasiment. Et il y a ce côté messianique qu'on retrouve aussi beaucoup chez les milliardaires de la Silicon Valley, au-delà du fait de vouloir se préserver eux-mêmes. Voilà, cela dit, c'est plutôt positif. Bien sûr, non mais attends. Voilà, si on arrive à reculer la mort et à améliorer en quelque sorte notre quotidien, pourquoi pas. Mais absolument, mais c'est une obsession depuis longtemps. Moi, je sais que ça fait déjà 10 ans, je me souviens même de responsables de Google, parce qu'ils eux aussi ont des entités dédiées à la santé, qui disaient d'ici, je sais plus, alors, est-ce qu'ils disaient, est-ce que les bébés qui naissent maintenant, certains d'entre eux pourront vivre jusqu'à 500 ans. Enfin, tu vois, il y avait ce discours qui paraît complètement fou, mais qui est aujourd'hui une réalité dans la Silicon Valley. Enfin, ils vivent vraiment dans cet univers-là. Fascinant tout ça. Allez, on enchaîne. On reste du côté de chez Amazon avec quelque chose de beaucoup plus concret. Vous savez que pour vivre plus longtemps, il faut faire du sport. Ah oui. Et alors Jeff Bezos l'a bien compris. Ça, c'est l'option pauvre. Tu vois, l'option riche, c'est tu mets 3 milliards dans une boîte qui tu vas te rendre immortel. De start-up. L'option pauvre, tu fais du vélo. Tu t'achètes un tapis roulant. Alors, on rigole, mais c'est vrai que vous savez qu'il y a un acteur qu'on connaît très peu ici en France, voire quasiment pas parce qu'il n'existe pas, c'est Peloton. Ouais. Peloton qui a explosé durant le premier confinement et le Covid en commercialisant en fait des services de cardio hyper haut de gamme. Vous le voyez si vous êtes avec nous à l'image, donc des vélos, des tapis de course, etc. Mais hyper connectés. C'est ça, Anthony. Et ça a cartonné. Ah ouais, mais c'est fou. En fait, c'est un peu le Apple du vélo d'appartement, tu vois, dans l'idée de transformer un objet qui est finalement très banal en un objet de désir et un objet connecté. Et en fait, effectivement, ça a été une des révélations du confinement aux États-Unis. Moi, je ne connaissais pas du tout cette marque auparavant. Et de la même manière que Zoom, dans le monde du télétravail, a explosé au moment du confinement. Et, tu sais, aux États-Unis, il y avait ce truc qu'ils appelaient le Stay-at-Home Index. C'est les entreprises qui cartonnent quand les gens sont enfermés à la maison. Donc Zoom, de manière assez logique, Amazon également. Et puis Peloton, donc qui vend des vélos, alors qui sont des très beaux vélos qui coûtent très cher. Il faut compter $2 500, autour de 2300, 2400 € pour un vélo d'appartement, même s'ils ont sorti un modèle entrée de gamme un peu moins cher depuis. Donc entièrement connecté avec un écran et couplé à des services de coaching en streaming. Donc tu as des cours qui vont te coûter de l'ordre de 30-35 € par mois. Donc c'est assez malin dans le principe, parce qu'ils te vendent le hardware. Un produit pas donné, parce que c'est du haut de gamme. Donc voilà, écran HD, enfin ce sont de très beaux appareils de fitness, un peu comme Technogym, je ne sais pas si vous connaissez cette marque, cette marque qui fait du très haut de gamme. Exactement. Mais en plus, vous êtes lié par un abonnement à la Netflix. C'est à la Netflix, exactement, ou à la Apple aussi. C'est-à-dire ils vendent du hardware et puis ils veulent vendre les services qui vont avec. Et là, en fait, Amazon, apparemment, serait intéressé pour acheter Peloton. Alors, le coût d'achat, ce serait... On ne sait pas, mais la valorisation, c'est autour de 8 milliards. Elle en valait 45 milliards au cœur de la crise sanitaire. 45 milliards, il faut se rendre compte quand même. C'est 4 ou 5 fois Carrefour, quoi. Pour avoir un ordre d'idée. Pour des tapis de course. Alors, hein. on n'est pas en train de dénigrer ce type d'appareil. Non. Mais c'est vrai que d'un coup, c'est fou. On perd le sens des mesures. Mais exactement. Et c'est une marque qui est assez fascinante. Alors, qui a perdu de la vitesse là, en fait. Peut-être que Amazon se dit on va faire les soldes d'une certaine manière, parce que l'entreprise a quand même perdu des utilisateurs ces derniers mois. Ils ont eu des coups de mauvaise publicité. Alors, pour la petite anecdote, il y a 2 séries à grande audience aux États-Unis. Alors, il y a la suite de Sex and the City. Alors, moi, je suis pas trop ça. Et puis une autre série qui ont fait mourir l'un de leurs personnages principaux sur un vélo Peloton. Tout à fait. Le personnage chope une crise cardiaque. Oui. Alors qu'il est en train de faire du sport. Voilà, exactement. Et donc, c'est pas forcément... On dit qu'il n'y a pas de mauvaise publicité, mais enfin, il s'en serait bien passé. Donc, ils ont dû faire un communiqué un peu ridicule en disant non, mais attendez, c'est pas on nous a pas demandé notre accord, et faire du vélo, de toute façon, c'est très bon pour la santé. Oui, bon, on sait, ça va, c'est une série. Mais alors, je sais pas si tu as vu la suite, c'est qu'ils ont embauché le comédien qui a eu cette crise cardiaque. Ah bon? Non, j'ai pas vu ça. Série, ils en ont fait un spot de pub. Ah bon? Où lui dit, écoutez, oui, dans la série, évidemment, je meurs, etc. Mais il faut savoir que, et là, ils ont sorti tous les chiffres, si tu veux, de la FDA, enfin, tout ça, en disant, à partir du moment où vous faites du sport à la maison, vous entretenez votre cœur, vous réduisez votre risque d'avoir des crises cardiaques, etc. Malin. Oui, ça a été très malin. Mais ils ont été obligés de réagir dans la précipitation, si tu veux, avec le comédien qui est mort dans la série. Je trouve ça assez drôle. En tout cas, c'est plus intelligent que de faire un communiqué un peu
peu bien sûr. ridicule. Mais il y a eu d'autres casseroles avec cette boîte-là. Le patron qui visiblement a embauché sa femme dans la boîte, et ça fait jaser. Et le dernier truc en date, c'est ils ont licencié, parce que je te disais ça va pas trop là, 2600 ou 2800 personnes, ils l'ont annoncé cette semaine. Et dans le paquet, aux États-Unis, severance package, tu sais, le chèque de départ que quand t'es viré, quoi. En gros, le petit cadeau. Petit cadeau. Le parachute doré. Et le parachute doré, tu sais ce que c'est là? C'est un abonnement Peloton. Je te jure, un abonnement premium d'1 an. Non mais t'imagines le gars, tu viens de te faire virer de ton boulot. Non mais attends, t'as un abonnement, tu vas pouvoir faire du vélo quand même. C'est bon. Mais on t'achète pas le vélo. Non, attends, $2,500. Tu rigoles. Il faut que tu peux faire un petit effort. Voilà. C'est dingue. T'es viré mais tu pédales, y a pas de souci. Alors il y a Amazon qui serait intéressé. On parle d'Apple aussi, qui pourrait racheter peut-être Peloton. Et Nike également. Alors c'est intéressant. Alors Nike, on comprend peut-être plus la logique. Les grands groupes tech, c'est vrai que j'ai du mal à voir la logique. Tu vois. Alors j'ai vu des spéculations sur le fait que, alors encore une fois, le bingo de la tech, mais le métaverse, donc on pourrait avoir des vélos. Tu vois, avec un casque de VR et tu pourrais être emmené dans un univers virtuel comme ça. Bon, pourquoi pas. Enfin, ça me paraît quand même très très éloigné de ce que fait Amazon. Après, Amazon, ils achètent un peu à tout va dans plein de domaines différents, donc why not. Mais c'est vrai que ça m'a un peu étonné, tu vois, cette envie d'Amazon tout à coup. Allez, on va parler de Bitcoin maintenant. Quand on trouve dans les bas-fonds du dark web des milliers de Bitcoin et quand on voit aujourd'hui leur valorisation, eh bien c'est un peu le jackpot. Et c'est la justice américaine qui vient de saisir 3,6 milliards de dollars en Bitcoin. Ouais, c'est ça. Alors c'est une histoire folle. C'est la plus grosse saisie de l'histoire de la justice américaine. Donc, toutes catégories confondues. Enfin, en même temps, la drogue, les trucs et tout. Tout ce que tu veux. Mais 3,6 milliards, en même temps, c'est une somme quand même. C'est une somme. Voilà, c'est une somme. Alors, c'est 94 000 bitcoins, en fait, qui ont été récupérés, qui avaient été volés, en fait, en 2016 lors du piratage de Bitfinex. Alors c'est une grosse plateforme d'échange de crypto. À l'époque, évidemment, la valeur n'était pas du tout la même. Tu imagines bien, c'était de l'ordre de 70 millions de dollars, ce qui était déjà une somme. Enfin voilà. Et en fait, ces bitcoins, ils ont été retrouvés par la justice américaine. Apparemment, c'est pas hyper clair. Oui, parce que comment peut-on retrouver des bitcoins, tu vois ? C'est pas en soulevant un tapis. Tu dis, oh là, zut, probablement. Tu vois un billet de $20, tu les trouves sous le tapis, mais des bitcoins. 94 000 bitcoins, j'aimerais bien les trouver sous le tapis, personnellement. Aussi. Enfin bon. Cela dit, dans une clé USB, ils rentrent. Hein. Ça rentre assez facilement dans une clé USB, effectivement. Et là, en fait, alors ce qui s'est passé, c'est pas hyper clair. Ce qu'on sait, c'est que les deux personnes qui ont été arrêtées, c'est deux New-Yorkais, trentenaires, dont, alors d'ailleurs, allez voir vraiment le profil, notamment de la fille qui a été arrêtée, qui est complètement, qui a l'air assez givrée, qui est une rappeuse un peu bizarre. Elle a mis des clips sur YouTube et tout. Elle est très étonnante comme profil. Et visiblement, alors ils ont essayé. On ne sait pas en fait si c'est eux qui ont volé les bitcoins. En tout cas, c'est eux qui ont essayé de les blanchir avec des méthodes assez étranges. Alors, ils ont fait des fausses identités, ils sont passés par plusieurs plateformes d'échange. Ils ont acheté des cartes cadeaux chez Walmart et sur PlayStation Store et chez Uber, ce qui est apparemment une méthode artisanale mais relativement classique pour écouler de l'argent. Et on ne sait pas exactement comment, mais ils se sont fait repérer par le FBI. Est-ce qu'il y a eu un indice ? Est-ce qu'ils se sont fait balancer ou quoi ? Peu importe. Ils ont réussi à blanchir 25 000 de ces bitcoins, 25 000 bitcoins sur 115 000 qui avaient dû être volés en tout, et donc il y a 94 000 bitcoins qui ont été récupérés par la justice américaine, ce qui est assez dingue. Alors ça fait déjà, pour l'État américain, c'est pas mal, parce qu'il se retrouve avec 3,5 milliards de dollars en bitcoin, donc c'est un bel investissement. Et ce que je trouve, au-delà du côté peut-être anecdotique de la chose, ce qui est intéressant, pour moi, c'est un bon signal en fait pour l'environnement Bitcoin et crypto en général, parce que le gros frein à l'adoption aujourd'hui, l'un des gros freins, c'est les questions de sécurité informatique. Et là, ce que dit cette affaire, c'est que contrairement aux mythes souvent répandus par les médias mainstream depuis longtemps, du Bitcoin qui est intraçable, qui est complètement anonyme, qui est le moyen privilégié pour tous les criminels en tout genre, en fait, on se rend compte que non, avec des forces de l'ordre bien entraînées, on peut retracer la blockchain, parce que les échanges sont publics, et on peut revenir vers des personnes humaines. Et donc des bitcoins qui se sont fait voler, on peut les récupérer. Et pour les épargnants, enfin pour les investisseurs en crypto de l'époque, c'est finalement eux les grands gagnants de l'histoire. Ils se sont fait piquer leur bitcoin en 2016, qui valait $500 pièce. Ils se les retrouvent maintenant. Ils se les retrouvent à 43 000 ou 44 000 pièces. Donc c'est pas mal, finalement. C'est incroyable, cette histoire-là. Sacrée histoire, quand même. Ouais. Bon...
Moi, je vais regarder encore sous la moquette. Là, Bah oui, on sait jamais. Peut-être qu'il y a un bitcoin ou deux qui traînent. T'as investi toi un peu en crypto ou pas? Non, je sais pas du tout. Pas du tout. Je demandais ça, mais Non, c'est pas du tout indiscret, mais je sais pas, je suis pas. Je trouve qu'il y a une notion de spéculation qui me plaît pas trop dans ce type de choses. Mais bon, je pense que je regrette parce que finalement, ça fait des années qu'on parle de ça et nous, on a parlé du Bitcoin, il coûtait quelques centaines d'euros. Bien sûr. Ouais. Et c'est vrai que voilà. Plutôt que d'écrire des papiers, on aurait mieux fait d'en acheter, tu vois, à l'époque. Tout à fait. On aurait pu racheter ce studio, il aurait été à nous. Probablement, l'entreprise, quasiment. Mais non, mais c'est intéressant parce que. Moi, je m'y suis mis justement pour m'intéresser à la tech, un peu, tu vois, parce que je me disais, on en parle tout le temps, c'est bien un peu de mettre les mains dans le cambouis, de voir comment ça fonctionne. Évidemment. Et en fait, tu te prends au jeu, au-delà de la question purement financière et tout ça, mais si tu veux, c'est un univers qui est vraiment passionnant. Bien et les Américains disent in the rabbit hole, tu sais, tu entres dans le terrier et puis après tu te rends compte qu'il y a plein de ramifications, etc. Et c'est vraiment ça en fait. Tu te rends compte que c'est un univers qui est absolument fascinant. Il y a plein de trucs à raconter. Donc t'es riche, ça y est? Non. Je me suis mis beaucoup trop tard déjà. Puis en plus, tu vois, c'est vraiment des petites sommes et tout. Juste encore une fois pour voir un peu comment tout ça fonctionne. Mais je trouve que c'est un univers qui est hyper riche et hyper intéressant. Et la communauté qui est derrière aussi, même si elle est parfois assez virulente. Ouais, c'est clair. Mais je suis persuadé qu'il y a encore de bonnes affaires à faire avec certaines cryptos. Évidemment. Le tout, c'est qu'il faut avoir le courage de se lancer. Oui, et puis toujours avec les conseils de base, de dire il faut que ce soit de l'argent que vous soyez prêt à perdre. C'est pas de l'argent dont vous avez besoin. Allez-y petit à petit. Prenez-le comme un jeu sérieux, mais un jeu et vraiment, misez pas toutes vos économies clairement là-dedans, quoi. C'est évident. Ouais, et puis comme on le dit, c'est ça. Il faut ventiler son épargne. Il y a plein de choses. Bien sûr. Écoutez BFM Business à l'occasion. Et tout à fait. Il y a d'excellentes émissions qui vous expliquent où placer, comment vous placez votre argent. Tu as bien raison. Merci beaucoup, Anthony, c'était un plaisir. Merci bien François. Évidemment. Tiens, on va peut-être terminer quand même sur la grosse actu de cette semaine, qui est hardware et qui nous intéresse, c'est Samsung. Ah mais on a oublié à côté. Oh là là. Et pourtant, c'est important. Bien sûr. Samsung qui a dévoilé il y a quelques heures, en fait, sa nouvelle gamme de Galaxy S22. Mais ouais. C'est un événement. C'est un événement parce que vous savez qu'il y a chaque année, février, mars, Samsung dégaine ses nouveaux flagships, ses nouveaux smartphones haut de gamme. Ouais. Cette année, il y en a 3, Anthony, visiblement. Exactement. Toi, tu as suivi la keynote, alors c'est peut-être toi le mieux à d'en parler, mais t'en as pensé quoi, toi, alors écoute, il n'y a rien de révolutionnaire. C'est des smartphones toujours plus beaux, toujours plus performants. Ceux-ci sont vraiment au niveau design très réussi avec, tu sais, le bloc photo qui est vraiment incrusté dans fait, la conception du téléphone. C'est très très beau. Et puis, 3 modèles. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les tarifs. Le Galaxy S22 qui est, on va dire, l'entrée de gamme du haut de gamme, parce que ça reste malgré tout toujours un téléphone de très très haute qualité, qui est assez petit, qui a un écran de 6,1 pouces, qui est très compact, qui est un petit peu plus grand que l'iPhone mini. Ouais. Donc, tu vois, tous ceux qui étaient un peu frustrés par la petitesse de l'iPhone mini se retrouveront avec peut-être une bonne échelle sur ce Galaxy S22. Après, tu as le Plus, qui est plus grand, qui a à peu près les mêmes spécifications que le S22. Et puis après, tu as le S22 Ultra, qui est là un peu le flagship de Samsung, avec les derniers composants. Tu as du Wi-Fi 6E, tu sais, qui est la dernière norme de Wi-Fi, qui était d'ailleurs disponible sur le S21 Ultra l'année dernière. Et puis, un bloc photo, un capteur de 108 mégapixels, pas mal. Et surtout un zoom optique 10x. Ouais, costaud. Ça, j'ai hâte de tester. Voilà. J'ai hâte de tester, de voir en vrai ce que ça donne. Mais c'est intéressant. Moi, celui qui m'a le plus intéressé, c'est celui-ci, effectivement, le Galaxy S22 Ultra. Alors, en termes de naming, c'est comme les jeux Street Fighter. Street Fighter 3, Alpha Strike, Prime, 2, Turbo, Ultra. Ouais. T'oublies un mot, t'es mort. Ouais, exactement. C'est le Note revisité, finalement. Ils ont tué les Notes, mais ils les ont ressuscités parce que franchement, ça ressemble beaucoup aux Notes, y compris d'ailleurs sur le design qui est un peu anguleux, tu sais, comme les Notes à l'époque, et puis le retour du stylet. C'est ça. Sur le S22 Ultra, il y a un stylet, et c'est assez étonnant de cette stratégie de Samsung. Il y a 2 ans, le Note était enterré par Samsung, comme ça, sans trop rien dire, ils l'ont arrêté. Et là, ils le remettent sur la gamme des S22, sans doute. Ça coûte moins cher parce que finalement, tu sors d'un coup 2 téléphones S22 normal plus un Note qui a été un peu modifié. Ouais, et puis ça prouve aussi qu'il y avait sans doute une demande. Et que beaucoup d'utilisateurs ont réclamé le retour du Note. C'est assez intéressant. Oui, parce que le Note, il l'avait tué. Alors c'était
pour laisser plus de place aux smartphones pliables, on ne sait jamais comment dire, mais enfin, en gros, c'était ça la stratégie. Mais tu as raison, je pense qu'effectivement, il y avait une demande pour ces téléphones qui étaient probablement plus professionnels, avec le stylet, etc. Il y a sûrement de la place sur le marché pour un téléphone comme celui-ci. Moi, j'ai hâte de le tester. Et puis, il y a un petit plus aussi dont on n'a pas parlé, c'est les chargeurs 45 watts, avec l'ultra rapide, etc. Ce qui manquait encore à la gamme Samsung. Voilà, le chargeur 45 watts qui est disponible sur le S22 Ultra et sur le S22 Plus. On est à 25 watts sur le S22 simple, on va dire. C'est ça. À noter aussi que Samsung a annoncé de nouvelles tablettes, les Galaxy Tab 8, et il y en a une qui est la très haut de gamme, la Ultra, qui fait 14,6 pouces. Mais je sais pas si tablette, tu te rends compte, mais c'est une télé. Un écran de 14,6 pouces, c'est énorme. C'est un écran de petit ordinateur portable en fait. C'est ça. Et les 15 pouces. Petit même. Enfin, même un petit un bon ordinateur portable. Bel ordinateur portable. Tu vois, moi, j'ai c'est un 13-14 pouces. C'est un 13 pouces. Donc là, 14,6. OLED, donc qualité d'image incroyable, tu es immergé dans l'image, pour le jeu, pour les films, c'est top, tu vois, un Netflix en Dolby Vision là-dessus, tu es vraiment immergé, et puis surtout, tu as ce stylet qui te permet de transformer cette tablette en outil de productivité, avec encore comme l'iPad, tu sais, un clavier que tu peux rajouter, etc., etc. Et puis, cette volonté chez Samsung aussi, qui est assez intéressante, de créer des écosystèmes entre les produits. Ta tablette va pouvoir discuter avec ton smartphone, tu vas pouvoir, ils inventent un peu le AirDrop qu'il y a, tu vois, chez Apple, tu vas pouvoir transférer les photos très facilement, faire dialoguer le Bluetooth de tes buds avec soit ta tablette, soit avec ton smartphone. Enfin voilà, il y a cette volonté aussi qu'Apple réussit parfaitement, hein, de créer un écosystème pour que tu ne sois pas en train d'appairer, de galérer pour échanger les produits. J'ai envie d'acheter tout chez Samsung également, c'est aussi l'enjeu. Mais c'est assez malin, c'est assez malin. Comme quoi, voilà, pas les enterrer. Il y a toutes les marques chinoises qui sont en train d'arriver et de monter en puissance, mais la Corée est encore là. Oui, exactement. Avec un dernier petit point écologique, il y a du plastique recyclé qui vient de la mer dans ces Galaxy S22. Voilà. Malin aussi. Alors il y a le côté oui. C'est un beau discours. C'est un beau discours, c'est tendance, rien, etc. Voilà, ça gâche rien. Voilà, mais ils ont des objectifs on va dire écologiques assez forts. Hein. D'ici 2025, ils veulent arriver à recycler tous leurs déchets dans les usines. C'est quand même, et crois-moi, ils en ont quelques-unes quand même. Oui, et d'ici 2025, c'est demain quand même. C'est clair, donc il y a une vraie volonté quand même de la part de Samsung. Intéressant, il faudra suivre ça de près. Ils sont obligés de toute façon. Aujourd'hui, ils sont obligés. Anthony, c'était un plaisir. Plaisir partagé, François. J'espère que ça a intéressé tout le monde. Mais j'en suis persuadé. Merci beaucoup, Anthony Morel, qu'on retrouvera la semaine prochaine. Et vous restez avec nous. Philips, tiens, cette marque mythique, on a tous eu une télé Philips. Bien sûr. Dans le salon. La télé Philips. Eh bien voilà, la télé Philips est toujours là, avec pas mal de nouveautés et puis surtout un savoir-faire indéniable. On en parle avec mon invité dans un instant et on va revenir sur les annonces qui ont été faites au CES. À tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.